Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver dans l'émission. C'est votre hôte, Danny Haifong, et je suis accompagné d'un bon ami de l'émission, le professeur Mohammad Mahandi. Professeur Mahandi, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité, Danny. C'est toujours un plaisir. Bien sûr. Commençons tout de suite par ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures depuis la dernière diffusion de l'émission. Nous devons parler au cours des dernières 24 heures, l'Iran a riposté très durement aux attaques israéliennes et américaines contre ses infrastructures, y compris des installations nucléaires et sidérurgiques. La grande attaque dont les médias grand public américains parlent réellement est celle qui a eu lieu à la base aérienne du Prince Sultan. Environ 15 soldats ont été blessés, certains très grièvement. Mais la grande nouvelle, c'est ce que l'Iran a frappé. 3 ravitailleurs KC-135. Je crois qu'on en est maintenant à 8 détruits par l'Iran. Mais il faut aussi souligner qu'ils ont détruit un avion U-3 Sentry AWACS, qui est essentiel pour que les États-Unis puissent mener non seulement des opérations offensives, mais aussi défensives, comme la détection des menaces entrantes et la coordination des systèmes de défense aérienne. Alors, professeur Mahandi, si vous souhaitez réagir à cela, car il ne s'agit pas seulement de l'Arabie saoudite, il y a aussi de grands incendies au Koweït en ce moment, à l'aéroport international et dans une aciérie là-bas. Les Émirats arabes unis viennent, vous savez, de voir l'une de leurs grandes usines d'aluminium complètement en feu et hors service. Donc, l'Iran a riposté très durement. Ils ont déclaré que des centaines de projectiles avaient traversé le Golfe pour atteindre Israël. Parlez-nous de ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures et de la raison pour laquelle c'est important. Surtout maintenant que les médias traditionnels reconnaissent la destruction en Arabie saoudite. Eh bien, Danny, tu n'as jamais l'air de savoir établir tes priorités. D'abord, tout le monde doit appuyer sur le bouton « J'aime », je crois. C'était quoi déjà? Oui, ce n'est pas la première fois. Tu perds ta capacité à hiérarchiser les choses. Tu as raison. Vous l'avez entendu. Mettez un j'aime. Très bien en ce qui concerne l'Iran. À vous. Eh bien, vous savez, je dois d'abord répéter que l'Iran n'a pas commencé cette guerre. On ne s'en rendrait pas compte en regardant la télévision, MSNBC, Fox News, la BBC ou CNN. Peu importe. L'Iran ne veut pas non plus d'escalade. L'Iran ne frappe que lorsqu'il est frappé en premier. Hier, ils ont bombardé l'industrie sidérurgique en Iran. Ils ont tué des ouvriers dans l'usine. Et lorsque l'Iran a annoncé qu'il allait riposter et frapper les infrastructures des régimes arabes qui hébergent les forces américaines et facilitent la guerre contre l'Iran a d'abord averti les gens de partir. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises. À chaque fois, l'Iran avertit les gens de partir, tandis que la coalition Epson se contente de bombarder, massacrer et passer à autre chose. Et les journalistes occidentaux, ils n'en ont rien à faire. Les journalistes des médias traditionnels ne se soucient pas des Iraniens, pas plus qu'ils ne se soucient des Libanais et bien sûr des Gazaouis. Et maintenant, nous savons qu'ils ont frappé à plusieurs reprises la radio et la télévision nationale iranienne. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le monde sache ce qui se passe en Iran. Tout comme ils assassinent maintenant des journalistes au Liban. Aujourd'hui, ils ont tué 2 journalistes très connus, une jeune femme d'Al Mayadeen TV, dont le frère a également été tué, et un autre journaliste très célèbre et courageux d'Al Manar. Ils les ont tués parce qu'ils veulent faire au sud du Liban ce qu'ils ont fait à Gaza. Et ils ne veulent pas que le monde le sache, parce que les journalistes occidentaux ne vont rien faire à ce sujet. Ils font partie du problème. Ce sont des soldats de base du génocide, comme ils l'ont toujours été.
Ils diront qu'il s'agit de bastions du Hezbollah lorsqu'ils bombardent des immeubles d'habitation, afin que les gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Ils ont bombardé et tué un grand nombre de soignants. Apparemment une cinquantaine jusqu'à présent au Liban au cours des 2 dernières semaines. Ils visent les journalistes et les soignants. Et bien sûr, il faut se rappeler que c'est ce qu'ils ont fait au Yémen. Ils ont même bombardé un journal là-bas pendant la guerre. Ils ont massacré un grand nombre de journalistes dans un journal. Et bien sûr, à Gaza, nous nous souvenons très bien qu'ils ont tué environ 250 journalistes là-bas, dont un autre assez récemment. Ainsi, l'Occident et le régime israélien ne veulent pas que le monde voie la vérité. Je pensais simplement qu'il fallait nous rappeler qu'en ce moment même, il y a des personnes très courageuses sur le terrain qui essayent de révéler la vérité, et elles se font massacrer comme les autres. Et il y en a d'autres qui essayent de sauver des gens, de sauver des enfants, et on bombarde leurs ambulances, tout comme on bombarde des ambulances en Iran, et on bombarde des hôpitaux, et on bombarde la Société du Croissant Rouge, qui est l'organisation sœur de la Croix-Rouge. Et voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Hier, ils ont aussi bombardé, la nuit dernière, ils ont bombardé une université très importante à Téhéran. Et avant cela, ils ont bombardé une autre université, une autre importante à Ispahan. Ils visent donc la société civile, ils visent la jeunesse, la jeune génération, l'avenir. Et bien sûr, ils ont commencé par le massacre à l'école de Minab, où ils ont tué 168 personnes, ou peut-être même plus. Quelqu'un m'a dit que c'était environ 175, je ne sais pas. Je me souviens de 168. Ils ont massacré 168 petites filles. Et c'était intentionnel, car c'était la première vague. Toutes ces premières cibles avaient été soigneusement sélectionnées. Elles avaient été vérifiées. Ils travaillent là-dessus depuis des mois. Si quelqu'un menait une telle attaque aujourd'hui, je dirais qu'il est possible, peut-être pas vraisemblable, mais possible, qu'un officier, pressé de trouver une nouvelle cible, ait commis une grosse erreur. Difficile à croire. Mais vous savez, les écoles restent des écoles, et elles figurent sur toutes les applications, iraniennes comme étrangères. Quoi qu'il en soit, c'était une frappe intentionnelle contre ces enfants. L'école était bien établie. Ils visent donc l'avenir de l'Iran. Ils visent la société civile. Ils bombardent des commissariats ordinaires, parce qu'ils veulent le chaos. Ils veulent que le tissu social soit déchiré. Ce que nous avons maintenant, malgré tout cela, c'est un échec. Les États-Unis et le régime israélien ont perdu cette, opération Epstein Fury, ou peu importe son nom. Fureur épique, échec épique, Fureur Epstein. La fureur Epstein, oui, peu importe. Ils ont perdu. Et Trump veut se retirer, mais Israël ne le laissera pas faire. Le lobby sioniste aux États-Unis ne le laissera pas non plus. Tout comme, comment s'appelle-t-il déjà, Joe Kent l'a dit dans sa lettre de démission et dans ses interviews suivantes, il est clair comme de l'eau de roche ce qui se passe. Trump veut une porte de sortie, mais les sionistes ne le laissent pas faire, et c'est pour cela qu'ils entraînent l'économie mondiale vers un précipice. Et bientôt, il se pourrait bien qu'elle tombe du précipice. Car si les États-Unis attaquent, et il y a de fortes chances, de très fortes chances, qu'ils attaquent ce soir et tentent d'occuper des îles ou des territoires sur la côte, ou de mener des opérations en profondeur à l'intérieur de l'Iran avec leurs forces spéciales, les Iraniens riposteront. Nous avons déjà vu, tu as expliqué comment, hier, lorsqu'ils ont frappé les infrastructures critiques iraniennes, les industries iraniennes, les Iraniens ont riposté. Ils ont commencé aujourd'hui et ont frappé durement au Koweït et aux Émirats, détruisant ou endommageant gravement la production d'aluminium là-bas. Cela va probablement continuer. Mais plus tôt, lorsqu'ils ont attaqué les infrastructures gazières critiques de l'Iran,
Ce dernier a riposté très violemment et a frappé le Qatar, les Émirats et l'Arabie saoudite, à tel point que les Qataris, comme on peut le constater, deviennent plus ambivalents. Ils ne sont plus aussi ouvertement favorables à la guerre. Mais en tout cas, ils ont échoué et Netanyahou pousse, donc nous allons probablement assister à une escalade. Je pense que nous nous rapprochons de plus en plus de l'abîme, car l'économie mondiale se dirige vers une catastrophe. Il n'y a aucun doute là-dessus. La crise du gaz est plus grave que la crise pétrolière, et la crise pétrochimique et des engrais est encore plus grave que la crise du gaz. Donc la crise pétrolière n'en est que la partie émergée, je veux dire, pas la pire. Et puisque le Yémen est désormais entré en guerre, il est difficile de savoir ce qui va se passer en mer Rouge. Les Saoudiens seront-ils autorisés à exporter du pétrole par la mer Rouge? Parce que les superpétroliers ne peuvent pas passer par le canal de Suez. Seuls les navires plus petits le peuvent. Et s'ils veulent aller en Asie, le voyage est très long. Ils devraient contourner l'Afrique. Et Ansarullah pourrait frapper les plus petits pétroliers, les plus grands, ou d'autres navires transportant du pétrole, voire des installations gazières en Arabie saoudite. Ou bien il pourrait envahir l'Arabie saoudite. Personne ne sait ce qui va se passer. Il pourrait fermer la mer Rouge à toute navigation. Donc vous savez, cette escalade ne fera qu'aggraver la situation pour le monde. Et l'Iran et l'axe de la résistance n'ont d'autre choix que de riposter, car c'est une guerre pour la survie. Les États-Unis sont impitoyables. Nous l'avons vu avec le bombardement de civils, le tapis de bombes sur Téhéran. Ils viennent tout juste de bombarder tout près d'ici, probablement la frappe la plus proche que j'ai vécue jusqu'à présent, avec plusieurs explosions. Ils bombardent massivement, ils massacrent, ils tuent des enfants. J'ai publié l'une de ces photos qu'on a beaucoup vues de Gaza, les pieds de 2 enfants dépassant des décombres d'un bâtiment effondré. On ne voit que le pied d'un petit enfant. Voilà ce qu'est l'Occident. Voilà ce qu'est la civilisation occidentale, du moins telle que les élites occidentales l'ont façonnée. La classe Epstein, elle aussi, a un faible pour les enfants. Donc ce n'est ni inattendu, ni surprenant. Ouais. Mais le fait est que Trump ne réussira pas. Ce n'est qu'une erreur de calcul après l'autre. Pendant la guerre de 12 jours, il disait que l'Iran allait s'effondrer. Ils ont perdu ce pari. Maintenant, dans une guerre bien plus vaste, il pensait que l'Iran s'effondrerait. Ce n'est pas arrivé. Puis après 4 ou 5 jours, ils ont affirmé que l'Iran manquait de missiles, manquait de drones. Aujourd'hui, il frappe plus fort que jamais. L'Iran frappe plus fort que jamais auparavant. Tout a donc reposé sur des erreurs de calcul. Depuis un mois, l'Iran tient tête à l'Occident collectif et à leurs alliés régionaux. Toute la puissance de l'armée de l'air américaine et tous ses supplétifs au service de Trump, d'Erdogan, à Abdullah en Jordanie, jusqu'à ces petits régimes du Golfe Persique avec toutes leurs richesses. Donc, s'ils décident d'escalader, il est évident qu'ils obtiendront les mêmes résultats. Plus de morts, plus de civils tués, plus de soldats tués, et peut-être, qui sait, soldats émiscarien desga. Mais au final, l'Iran devrait poster dal davantin de ses restant de l'autour du Golfe Persique. Oui, je veux dire, je pense qu'il y a un schéma ici, professeur Marty, que vous soulignez. Il y a cette poursuite de l'escalade, malgré des revers majeurs pour les États-Unis et pour Israël, mais ça continue d'avancer. Désescalade. Et quand j'ai vu que les États-Unis, avec Israël, avec une coordination américaine, avaient frappé des infrastructures iraniennes, des infrastructures économiques, je veux dire, si quelqu'un regarde cette émission, si quelqu'un vous suit, si quelqu'un observe vraiment ce qui se passe,
Même les médias grand public peuvent l'admettre. Ce qui se passe, c'est que l'Iran doit riposter afin de créer non pas une conséquence équivalente, mais une conséquence encore plus sévère pour mettre fin à ce type de comportement. Et cela signifie que vous frappez des infrastructures économiques. Davantage d'infrastructures économiques vont être touchées de votre côté, ce qui mènera à des conséquences encore plus catastrophiques pour l'économie mondiale. Et je veux simplement énumérer certaines des cibles qu'a frappé l'Iran au cours des 6, 12, 18 dernières heures ici. Je vais d'abord lire ce qu'ils ont frappé pendant la nuit. Pas seulement les avions AWACS ou les KC-135, mais aussi CLCU, ces unités de débarquement appartenant à la marine américaine. Ils les ont coulées. Un F-16 a dû effectuer un atterrissage d'urgence, comme ils disent. Ils ont également frappé, comme tu l'as mentionné, Preston, des infrastructures. Cette usine Emirates Global Aluminum, elle est extrêmement importante dans la zone économique des Émirats arabes unis. Et pendant que nous parlons, je pense que des missiles sont en train d'être tirés au-dessus du territoire émirati. Encore et encore, c'est le même schéma. Les États-Unis et Israël vont plus loin dans leurs attaques contre certaines cibles, notamment civiles et économiques. Et l'Iran répond, « Eh bien, nous devons riposter. » Et ils le font. Et cela provoque cette catastrophe économique mondiale qui est déjà bien présente et qui ne fera qu'empirer. Oui, et tu sais, je pense que les gens ne comprennent vraiment pas, et moi non plus, en réalité, parce que c'est tellement stupéfiant de penser à ce qui pourrait arriver. Nous ne saisissons pas pleinement à quel point la situation est grave pour l'économie mondiale. Ce manque d'énergie commence tout juste à se manifester. Les prix augmentent, mais lorsque la véritable pénurie frappera, car il faut des semaines pour que les approvisionnements en énergie voyagent du détroit d'Ormuz ou du golfe Persique jusqu'à leur destination. Et lorsque ce gaz naturel, ce GNL qui était déjà en route ou avait atteint ses destinations, sera progressivement épuisé, c'est là que l'impact sera le plus dur. Et je pense que nous allons commencer à voir cela se produire. Ils disent, je ne suis pas un expert, mais d'après ce que j'ai lu, que la situation va s'aggraver d'ici une semaine, et qu'en 3 semaines, ce sera très grave. Si l'on pousse et que les actifs dans le golfe Persique sont détruits, les pétroliers, les installations pétrolières et gazières, les centrales électriques et ainsi de suite, alors ce sera permanent. À ce moment-là, le détroit d'Ormuz devient sans importance. C'est le problème auquel Trump ne trouve pas de solution. Disons qu'il prend une île. Disons qu'il en prend 2. Disons qu'il en prend 3. Disons qu'il prend un territoire. Disons qu'il mène une attaque en profondeur à l'intérieur de l'Iran avec des commandos et qu'il réussit ou qu'il échoue. Les Iraniens vont riposter, et cette riposte signifiera que ces actifs seront gravement touchés. Les dégâts permanents seront visibles de tous. Ensuite, l'Iran pourrait continuer à frapper encore et encore, jusqu'à ce que les Américains reculent. Et si nous parvenions à un accord, et si les États-Unis acceptaient les exigences de l'Iran et que la situation sur le terrain changeait? S'il n'y a plus de pétrole, plus de gaz naturel, plus de pétroliers, alors le détroit d'Ormuz devient sans importance. C'est à ce moment-là que nous saurons que la dépression économique mondiale va durer de nombreuses années. Les conséquences sont vertigineuses. Eh bien, les États-Unis doivent également être très conscients qu'à l'heure actuelle, l'Iran exporte essentiellement autant de pétrole qu'avant la guerre, voire davantage maintenant, surtout depuis qu'il a affirmé avoir pris avec succès le contrôle du détroit d'Ormuz. Et cela ne fait qu'aggraver la situation, semble-t-il, Maradi, car je veux dire, le New York Times l'a récemment reconnu. Toutes ces bases ont été pratiquement détruites. Ce qu'il en reste est désormais frappé, comme nous l'avons vu hier soir, avec la base aérienne du prince Sultan.
Mais ils doivent savoir que cette riposte économique réussie de l'Iran n'a eu pour effet que de rendre les États-Unis et Israël désespérés de briser ce contrôle revendiqué par l'Iran, ce qui conduit à de nouvelles erreurs de calcul, comme tenter d'envahir le territoire iranien pour le couper de son pétrole. Et maintenant, tous les grands médias disent « Attention, laissez tomber ». Des drones iraniens, des missiles iraniens, des troupes iraniennes. Je crois qu'ils ont promis 1 million d'hommes, les attendent et affronteront ces quelques milliers, quel que soit leur nombre, s'ils tentent de débarquer. Donc, je ne sais pas, professeur Roddy, votre avis. Cela semble être une catastrophe en préparation, et une qui sera difficile à dissimuler. Ils essaient de cacher les dégâts, surtout ceux subis par les troupes américaines sur les bases. Mais celle-ci sera difficile à cacher, je pense. Qu'en penses-tu? Oui, et les troupes américaines. De quoi va-t-on se souvenir à leur sujet? Mourir pour Epstein. Je veux dire, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est la classe sioniste et Epstein. Tout cela sert le régime israélien, pas les Américains. Trump est soit gravement compromis, soit, quelles qu'en soient les raisons, cela ne va pas dans l'intérêt du peuple américain. Et quand les choses empireront, ce sera très mauvais pour Trump aussi. Comme je l'ai dit, ce n'est que le début. Non seulement les Iraniens peuvent intensifier bien plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils se retiennent parce que l'Iran ne veut pas que l'économie mondiale s'effondre. Mais ce n'est pas seulement l'Iran, c'est le Yémen. Et ce n'est pas seulement le Yémen, c'est l'Irak. Les Irakiens pourraient entrer dans la péninsule arabique dès ce soir. Ils peuvent prendre le contrôle du Koweït en quelques heures. Et cette fois-ci, personne ne va soutenir le Koweït. L'Iran soutiendra l'Irak. Et le Yémen peut pénétrer profondément en Arabie saoudite, tout comme l'Irak. Et qui va les arrêter? L'armée de 1000 hommes du Qatar ou celle de 2000 hommes des Émirats. Je veux dire, leur population ont la taille d'une petite ville. Ensemble, elles ont la taille d'une petite ville en Iran. Donc, je ne pense pas que les Américains comprennent vraiment à quoi ils sont confrontés. Peut-être que si, mais Trump est désespéré, il joue gros, et il ne peut pas reculer, parce qu'on ne le laissera pas faire. Mais cette guerre concerne Netanyahou, elle concerne le sionisme. Il n'y a rien d'autre à y gagner pour quiconque. Il n'y a aucun aspect positif pour les États-Unis. Et malgré le fait que nous soyons blessés, malgré le fait qu'ils bombardent nos industries, nos écoles, nos hôpitaux, l'Iran en ressort plus fort. L'Iran en ressortira plus fort. Tout simplement parce que lorsque l'économie mondiale s'effondre, c'est comme si l'on bombardait tous les pays. Quand les usines cessent de fonctionner, il n'est même plus nécessaire de les bombarder. Les affaires sont déjà détruites. Ce que font les Israéliens et les Américains revient en réalité à bombarder le monde entier. Oui, car lorsque les prix de l'énergie s'envolent, tout s'arrête. Les gens perdent leur emploi et ces usines ne deviennent plus que des vestiges. Il n'y aura plus de consommateurs. Elles feront faillite. Voilà donc la situation. Mais l'Iran, le peuple est uni, comme nous l'avons toujours su. Je veux dire, si quelqu'un des gouvernements occidentaux écoutait, quelqu'un d'influent, il aurait su que cela arriverait. Et il l'aurait empêché ou arrêté depuis longtemps. Il était évident que l'Iran ne s'effondrerait pas. Et aussi, souviens-toi, Danny, souviens-toi après que nous ayons eu cette discussion à plusieurs reprises au sujet du Hezbollah. Oui. Il disait, les médias occidentaux disaient, que le Hezbollah était une force épuisée, qu'il avait été vaincu, affaibli. Et même les partisans de la résistance, ainsi que les salafistes et les wahhabites qui ont collaboré avec les Américains pour détruire la Syrie, répétaient cela. Maintenant, nous voyons le fruit de leurs efforts. Ils ont été démasqués. Ils se réjouissaient des martyrs du Hezbollah et les tournaient en ridicule après le cessez-le-feu, alors même que le Hezbollah avait accompli un travail extraordinaire
en détournant des forces de Gaza. 40% du pays était contre eux. Les États-Unis exercent une influence énorme au Liban. Et bien sûr, maintenant que la Syrie est dans le camp américain, est même encouragée à attaquer le Liban, ce qu'elle n'a pas fait parce que l'Iran et la résistance en Irak l'en ont menacée. Mais ces salafistes et wahhabites exultaient après le cessez-le-feu. Eh bien, regardez le Hezbollah aujourd'hui. Toutes ces prédictions et toutes ces analyses sur la résistance au Liban se sont révélées totalement fausses. Le Hezbollah frappe durement le régime israélien. Et l'Iran, eh bien, on nous a dit qu'il n'avait plus de missiles, et pourtant, il frappe fort. Tout ce que dit l'Occident repose sur des vœux pieux. Ils font cela depuis des décennies. Alors, quand ils affirment que les Iraniens massacrent des manifestants pacifiques et toutes ces absurdités, c'est essentiellement de la propagande destinée à renforcer le récit selon lequel il s'agit d'un régime impopulaire. Très bien, vous pouvez dire au monde que c'est vrai, et beaucoup de gens le croiront, mais vous ne devriez pas y croire vous-même. Parce que lorsque vous croyez à votre propre propagande, vos politiques ne reposent plus sur la réalité, elles reposent sur des récits fabriqués. Et alors, vous vous heurtez à un mur. Ils se sont heurtés à un mur en Iran, à un mur au Liban, à un mur en Irak. Regardez l'Irak aujourd'hui. Il est enfin en train d'être libéré de l'OTAN et des États-Unis. Enfin libéré. Le peuple se soulève et les chasse. C'est le résultat des politiques de Trump. Et puis, il y a le Yémen. Et bien sûr, à Gaza, le Hamas et le djihad islamique sont toujours là. Après 2 ans et demi de génocide, les Israéliens ne les ont toujours pas éliminés. Donc tout le mythe selon lequel l'axe de la résistance aurait été brisé est absurde. Et en ce qui concerne la Syrie, beaucoup de ceux qui ont soutenu cette sale guerre là-bas commencent à se réveiller à la réalité. Cela rassemble les peuples à travers la région et au-delà. Il y a ceux qui gardent les yeux fermés. Ce sont eux qui ont coopéré avec les Américains. Ils ont reçu de l'argent du Qatar. Ils sont financés par le Qatar, les Saoudiens et les Émiratis. Tant que cet argent circule, ils continueront à dire que c'était une révolution bénie. Mais lorsque cet argent se tarira, et cela pourrait bien arriver, compte tenu de la situation actuelle dans le Golfe Persique, alors peut-être qu'ils passeront à une autre forme d'affaires avec tout l'argent qu'ils ont accumulé. Oui, je veux dire, on a entendu tout ce discours pendant tellement de mois, des mois et même des années en réalité. Pour nous, ça fait longtemps que nous discutons de la mort de l'axe de la résistance. Mais ce qui semble réellement s'effondrer, c'est comme tu l'appelles, l'axe d'Epstein. Je veux dire, on voit les pays du Golfe. Tu as mentionné le Koweït. Personne n'ira sauver le Koweït. Il n'est même pas clair ce qu'il restera vraiment du Koweït très bientôt, car non seulement leur infrastructure militaire a été touchée, sans doute plus durement que tout autre par l'Iran durant cette période, mais elle a été absolument dévastée, tout ce qu'il y avait là-bas. La résistance en Irak les a également touchés. Et d'ailleurs, vous savez, le fait est que ce sont toutes des dictatures. Ouais, Exactement, avec soutien de l'Occident. ouais, Lorsque leurs économies s'effondrent et que l'Occident se montre manifestement indifférent à leur sort, parce que sa seule priorité est Israël, on a vu, même en Corée du Sud, comment les Américains y ont imposé un système de défense aérienne qui a nui aux relations entre la Corée et la Chine. Ils l'ont imposé aux Coréens et après tous les dommages qu'ils ont causés à la Corée, ils l'ont retiré pour le donner aux Israéliens. Ainsi, ces régimes du Golfe Persique, lorsqu'ils n'auront plus, ou plutôt lorsque l'Occident n'aura plus, la capacité de les maintenir au pouvoir, et lorsqu'ils n'auront plus la richesse nécessaire pour imposer leur volonté au peuple ou pour apaiser les autres grâce à cette richesse, resteront-ils au pouvoir? Le peuple prendra-t-il le pouvoir?
Aurons-nous encore les mêmes dictatures familiales aux Émirats, au Qatar, à Bahreïn, en Arabie Saoudite et au Koweït dans les années à venir? Qui peut le dire? Oui, je veux dire, on peut simplement constater les dégâts, professeur Morandi, en termes d'effondrement des actions que j'ai observées. Le maire de Kiryat Shmona en Israël était littéralement en larmes, vraiment en larmes, à cause de ce que l'Iran et le Hezbollah ont fait ces derniers jours, dans et autour du centre et du nord d'Israël. Maintenant, il y a aussi, bien sûr, quelque chose qu'on appelle le massacre de Merkava. Plus d'une centaine de chars. C'était le 28 mars, je crois. Des centaines de chars, presque, voire plus. Les chiffres varient selon les sources. Mais chacun de ces chars vaut 6 millions de dollars. Le Hezbollah vient donc de détruire pour des centaines de millions de dollars de chars israéliens en seulement quelques semaines. C'est quelque chose d'incroyable à voir. Ils tirent des missiles sur Israël et affrontent ce qu'il reste des troupes israéliennes. Le chef de l'état-major de Tsahal affirme que l'armée israélienne est au bord de l'effondrement. Et Donald Trump lui-même a parlé à un groupe de financiers, la section Wall Street de la classe Epstein. Il a dit que MBS devait lui baiser les fesses. C'est une dégradation et une humiliation totale. Ces États du Golfe, nous avons eu d'autres invités dans cette émission, comme Scott Ritter, qui ont dit que cela pourrait être un changement de régime pour eux plutôt qu'un changement de régime en Iran. Et cela ressemble vraiment à Bahreïn, avec leurs immenses manifestations, non? Et il semble que ce soit la direction que prennent les choses. Et puis, si l'on ajoute une opération terrestre, je veux dire, cela paraît suicidaire. Mais malgré tout, il continue. Alors, ma question pour vous, professeur Morandi, est la suivante. Que pensez-vous de ceux qui affirment qu'Israël et les États-Unis se moquent de tous les dégâts qu'ils subissent, tant qu'ils peuvent infliger des dommages importants à l'Iran? Même s'ils doivent s'arrêter à un moment donné, ils recommenceront, en espérant que les dégâts accumulés finiront par produire le résultat qu'ils souhaitent, comme en Syrie. Qu'en dites-vous? Parce que c'est là que semblent pointer certains des observateurs les plus pessimistes. Oui, je pensais qu'ils étaient là pour libérer le peuple iranien. Et maintenant, on voit sur CNN, MSNBC et ces autres chaînes qu'ils sont exactement comme Fox News. Ils invitent ces analystes qui parlent de ce qui va arriver à l'Iran, mais ils ne parlent pas de l'agression, du meurtre d'enfants, ni du manque total de scrupules du régime Trump qui refuse d'assumer ses responsabilités. En fait, les gens ici pensent que l'attaque contre cette école et d'autres cibles civiles était pour l'essentiel intentionnelle. Cette école a été, comme nous le savons tous, la première cible. Et ses objectifs avaient été soigneusement vérifiés. Ils ont eu des mois pour le faire, et je suis sûr qu'ils l'ont fait. C'était une école connue, donc personne ici ne croit que c'était un accident. Et bien sûr, les Américains essaient de rejeter la faute sur l'Iran. Les médias occidentaux sont restés indifférents, et personne n'a présenté d'excuses. Mais encore une fois, ils ont cette obsession, tu sais, avec les enfants. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que l'Iran, comme je l'ai dit plus tôt, va en sortir plus fort. L'Iran ne va pas se désintégrer. Ils ont uni les Iraniens d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, pas même dans les années 1980, après la Révolution, et lorsque Saddam a envahi l'Iran. On voit des gens dans les rues, sous les tirs de missiles. Les Américains et les Israéliens tirent des missiles sur des rassemblements, et des personnes ont été tuées. Lors d'un rassemblement auquel j'ai assisté, une femme a été assassinée. Mais les gens n'ont pas bougé. Alors, comment voulez-vous briser ce pays? Les adolescentes ne sont pas rentrées chez elles pour faire ce que font les adolescentes. Elles ont tenu bon. Alors, comment vont-ils démanteler ce pays? Et d'un autre côté, comme je l'ai dit, ces régimes du Golfe Persique sont en mauvaise posture.
Non, mais les gouvernements du monde entier vont aussi être dans une situation terrible lorsque le prix du pétrole atteindra 150, 160, voire 200 dollars. When the price of oil goes to 150, 160, $200. I said this. I've been saying this for years. Je le dis depuis des années, cela pourrait quadrupler. À l'époque, il y a seulement quelques mois, c'était autour de 50 ou 60 dollars. Eh bien, en ce moment, c'est la direction que prennent les choses. Quand cela arrivera, y aura-t-il un changement de régime en Iran ou peut-être un changement de régime à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et ailleurs, où les gens se révolteront, perdront leur emploi? Je veux dire, en Inde, la situation semble déjà devenir très difficile. Le gouvernement indien a mal calculé en s'accrochant au régime israélien. Regardez ce que le régime israélien a imposé au peuple indien. Il ne se soucie pas des Indiens. Il ne se soucie pas si l'économie mondiale s'effondre. Il se soucie du sionisme. Il se soucie de leurs propres intérêts. Et il en va de même pour les élites américaines. Elles ne se soucient pas des États-Unis. American elites. They don't care about the United States. So is there going to be regime change in Iran or in Washington? Alors, va-t-il y avoir un changement de régime en Iran ou à Washington? Je parierais sur Washington plutôt que sur l'Iran, si j'étais un parieur, ce que je ne suis pas. Nous allons souffrir, c'est certain. Ils bombardent nos usines, nos hôpitaux, nos enfants. Bien sûr que nous allons souffrir. Ils bombardent nos universités. Mais nous savons que nous sommes du côté de ce qui est juste. Et notre péché, c'est d'avoir voulu être indépendants et d'avoir soutenu le peuple de Palestine. Nous soutenons le peuple de Cuba, qui est étranglé. Nous soutenons le Venezuela. Voilà le péché de l'Iran. Voilà le péché de l'axe de la résistance. Nous soutenons les opprimés. C'est notre péché. Il n'y a pas d'autre raison. Programme nucléaire, droits de l'homme, terrorisme, tout cela n'est que prétexte, récit fabriqué pour écraser ceux qui s'opposent à l'hégémonie. Et le peuple iranien, et je vous l'ai déjà dit dans cette émission, le peuple iranien et ceux de l'axe de la résistance possèdent certaines caractéristiques déterminantes. D'abord, c'est un état de civilisation. Mais plus important encore, l'idéologie religieuse dominante en Iran est profondément anti-hégémonique, solidaire des victimes et hostile envers les agresseurs. Et cela vient, bien sûr, des prophètes et du dernier prophète, le prophète Mahomet, mais surtout de son petit-fils et des événements de Karbala. Je veux dire, si les analystes américains étaient intelligents, ils liraient sur les événements de Karbala. Ils liraient un bon livre sur ce que cela signifiait vraiment. L'imam Hussein, sa sœur, ses compagnons, ce qui leur est arrivé, et à quel point cette histoire est profondément enracinée dans notre culture et au Liban. C'est pour cela que le Hezbollah existe. Il ne s'agit pas seulement de défendre le Liban. Il s'agit aussi de défendre Gaza et d'autres peuples. Ils les considèrent comme des victimes et ils doivent se lever pour eux. C'est pour cela que nous soutenons Cuba. C'est pour cela que nous avons soutenu le Venezuela. C'est pour cela que nous avons soutenu la lutte en Afrique australe. Et c'est pour cela que nous sommes diabolisés. C'est pour cela qu'on nous traite de médiévaux, qu'on parle de mollahs fous, et que vous savez, on nous affuble de surnoms comme machin du sable ou jockey de chameau. Nous sommes tous là à leurs yeux. Et puis, nous apparaissons dans tous les films où nous sommes les méchants, les sinistres, les meurtriers. Je me souviens d'une fois sur Al Jazeera, un autre média occidental qui n'a rien à voir avec le Sud global. Ce n'est qu'un autre outil que les Américains ont permis de fonctionner de cette manière particulière. Je me souviens, quand était-ce déjà? Enfin bref, je me souviens qu'il y a quelque temps, je crois que je confonds deux choses différentes. J'y reviendrai quand ça me reviendra. Mais le point, c'est la diabolisation de l'Iran. Oui, ça y est, je me souviens. J'étais invité dans une émission sur Al Jazeera. Et il y avait cet auteur, je ne me rappelle plus son nom, qui avait écrit un livre.
quelque chose comme « ils sont venus après moi » ou quelque chose du genre. Il écrivait sur l'Iran, comme tous ses mémoires sur l'Iran qui ne sont que des absurdités. C'est une industrie soutenue par les régimes occidentaux, comme Jamais sans ma fille et Lire Lolita à Téhéran, qui a été un best-seller aux États-Unis. Mais tu sais, Lolita, enfin bref. Et ce type, et puis comment s'appelle-t-il déjà? L'humoriste américain Jon Stewart. Je crois qu'il en a fait un film. Jon Stewart, I think turned it into a movie. Oh, really? Rosewater, or something like that. I don't know. I didn't watch it. I don't bother. Rosewater, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas regardé. Je ne perds pas mon temps à regarder des bêtises. Mais l'auteur est venu débattre avec moi. Et il disait qu'à Téhéran, on pendait des gens au coin des rues. Et j'ai dit, vous savez, j'ai vécu en Iran toute ma vie d'adulte. C'est ma ville, sauf pendant 3 ans à l'étranger au cours des 47 dernières années. J'ai passé toute ma vie à Téhéran, y compris pendant la guerre. Je n'ai jamais vu d'exécution nulle part. Mais, vous savez, il crée ces images ou récits mensongers pour que les gens détestent l'Iran. Eh bien, ces récits s'effondrent tous, parce que ce sont les Iraniens qui se dressent contre le génocide. Et ce sont tous ces braves gens des droits de l'homme qui soutiennent le génocide. Donc, tout ce qui concerne l'Empire occidental est en train de s'effondrer. Everything about the Western Empire is going south. Their military, their economies, their Leur armée, leurs économies, leur soft power, leur propagande. Et Trump et quelqu'un m'a dit, et je ne veux pas qu'on me comprenne mal, quelqu'un m'a dit que Trump est la pire chose qui soit arrivée à l'Iran. Je comprends cet argument, mais bien qu'il soit destructeur et meurtrier, comme les présidents précédents, il est bien plus grossier. Et il contribue à briser ses récits par son arrogance, sa stupidité et la manière vulgaire dont il se comporte. Donc, à mon avis, au final, il cause plus de tort au sionisme que n'importe quel autre président de l'histoire. Yeah, we see that. No, totally. Oui, on voit ça. Non, complètement. Je veux dire, j'ai entendu parler de cette dynamique en Chine. Des gens disent que la manière dont Donald Trump parle, la façon dont il aborde la politique, ne fait qu'isoler les forces pro-occidentales, pro-américaines, et qu'elle unit le pays. Plus important encore, Slebos. Ouais, Certains d'entre eux peuvent être isolés, mais d'autres, de jeunes Iraniens qui croient aux absurdités diffusées par les médias occidentaux et leur empire médiatique en langue persane, dans lequel, comme vous le savez, des milliards de dollars sont investis, les voient bombarder des enfants. Ils voient des attaques en 2 temps. J'en ai publié une en ligne, vous l'avez probablement vue. La femme qui avait survécu à la première attaque récitait sa Shahadatain, puis elle a été tuée lors de la frappe suivante. Les gens voient cela. Il y a donc un éveil en Iran parmi la jeunesse. Ils voient que nous sommes les victimes et que tous ces récits étaient des fictions. oui, et maintenant c'est la 2e fois en moins d'1 an que les États-Unis et Israël font cela, tous les deux, qu'ils réveillent autant de gens partout dans le monde. Je reçois sans arrêt des messages de soutien à l'Iran, parce que les gens peuvent le voir. Ils peuvent observer la réalité, qui ment, qui tue des civils, et bien sûr qui résiste à l'agression. Ce qui m'amène à cette question, professeur Rondi. Quelle est la signification de l'entrée d'Ansarallah dans la guerre, du Yémen dans la guerre maintenant? Parce qu'au moment où nous parlons, ils ont commencé avec des missiles contre Israël, d'abord 1, puis 11. Et maintenant, ils lancent à nouveau des attaques de drones. Et les gens se souviendront peut-être que le port là-bas avait été fermé à cause de ce que le Yémen avait fait entre 2023 et 2025 pour Gaza. Oui. À cause de Gaza, Exactement. pour cet génocide. Alors, quelle est la signification de tout cela? Parce que maintenant, toute la question énergétique entre en jeu. Il y a aussi le fait que le Yémen s'inscrit désormais dans ce tableau plus large de l'axe de la résistance. Mais
Le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge. Même Trump vient d'admettre, je ne sais pas si vous avez vu cela lors de sa rencontre avec ses financiers, où il parlait librement à ses amis de Wall Street. Il a dit, au cours des dernières 24 heures, que l'Iran frappait le Gerald Ford. Le Gerald Ford est hors service. Il est en Crète. Il ne va pas reprendre ses opérations. Et il disait que l'Iran les avait visés 16 ou 17 fois sans résultat. Il est probable que c'est ce qui a causé l'incendie, si l'on fait le lien. Mais quoi qu'il en soit, cela s'est passé en mer Rouge. Cela s'est passé en Méditerranée. Alors, professeur Rondi, que signifie l'entrée du Yémen pour la guerre et aussi pour l'économie? Parce qu'ils détiennent beaucoup d'atouts à ce niveau-là. Eh bien, évidemment, ils pourraient arrêter les exportations de pétrole saoudien à tout moment. Ils pourraient frapper les installations d'exportation, ce qu'ils ont déjà fait auparavant, et c'est ce qui a conduit au cessez-le-feu après 7 ans de guerre génocidaire contre le Yémen, alors que les Saoudiens et les Émiratis avaient tout l'Occident derrière eux. La région les soutenait aussi, sauf l'Iran, y compris la Turquie et le Qatar. Mais ensuite, la Turquie et le Qatar ont pris leur distance après que les Saoudiens et les Émiratis ont ciblé le Qatar 1 an ou 2 plus tard. Ils pourraient refaire la même chose. Ils pourraient détruire les infrastructures pétrolières saoudiennes. Ils pourraient détruire les pétroliers. Ils pourraient fermer la mer Rouge. Ils pourraient même envahir l'Arabie saoudite. Et la résistance en Irak pourrait également envahir l'Arabie saoudite. Ils sont bien plus durs, plus forts. Ils ont connu la guerre. Les Saoudiens ne savent pas se battre. Ils envoient des mercenaires pour se battre à leur place. Mais cette fois, cela ne se passera pas ainsi. Donc je pense que c'est comme, vous savez, une épée suspendue au-dessus de la coalition saoudienne. Et les Américains ne peuvent pas faire grand-chose, car ils sont concentrés sur l'Iran, tout comme ils ne peuvent pas faire grand-chose en Irak. En Irak, la résistance frappe les Américains et leurs intérêts jour et nuit. Et les Américains ne peuvent pas faire grand-chose, car ils sont concentrés sur l'Iran. Et souvenez-vous, le Yémen et l'Irak sont de grands pays. On ne parle pas de Bahreïn, du Koweït, des Émirats ou du Qatar. Les populations combinées de ces 4 pays que j'ai mentionnés sont loin d'égaler celles de l'Irak ou du Yémen. Et à l'intérieur de ces pays, beaucoup de gens ne sont pas heureux. Une grande partie d'entre eux sont des étrangers ou des travailleurs sous contrat. Ils n'ont aucun droit, rien du tout. Ils ne sont donc pas dans une bonne situation. Et encore une fois, selon moi, quoi que Trump fasse contre l'Iran, qu'il prenne une île, 2 îles, 3 îles, le prix de l'énergie va s'envoler. L'Iran ripostera violemment. Ces groupes et ces pays s'impliqueront davantage. La résistance irakienne intensifiera ses attaques offensives, et il en ira de même pour Ansar Allah. Donc cela va simplement devenir un bourbier qui ne fera qu'empirer, et les choses seront hors de contrôle. Elles le sont déjà. L'économie mondiale va s'effondrer, et les Américains devront se replier, car lorsqu'elle s'effondrera, on ne pourra plus la soutenir. On ne peut pas garder toutes ces troupes là-bas. Il n'y a plus d'argent pour cela. Ce sera catastrophique pour tout le monde. Cela va changer le mode de vie de chaque personne, très probablement de tous ceux qui regardent votre émission en ce moment. Les bonnes personnes, les mauvaises, cela va les toucher aussi. Espérons que cela les touchera eux et pas d'autres. Mais quand l'économie mondiale s'effondre, qui en profite? Oui, et ce qui est si choquant à voir tout d'abord, c'est que malgré tout cela, malgré toutes ces erreurs de calcul, la conclusion c'est, eh bien, jouons avec le feu. On ne sait pas vraiment quel type d'opération les États-Unis vont mener, mais il va se passer quelque chose, et ce sera bientôt. Ils n'ont pas amené 10 000 marines et parachutistes, etc. au Moyen-Orient pour rester les bras croisés. Mais ça pourrait être ce soir. Ça pourrait être ce soir.
but It wh- could be tonight. but and that's what's shocking is that Et c'est ça qui est choquant. Je viens de regarder Axios. Tu sais, ce porte-voix du gouvernement américain, du Pentagone, de la CIA. Et même eux disent « Hé, faisons un test de réalité sur tout ce qu'on raconte à propos de l'armée iranienne. » Et il s'avère que rien de ce que les États-Unis ont vendu comme du baratin à ce sujet n'est vrai. L'Iran a toujours ses drones et ses missiles. Et l'Iran dispose d'une armée massive. Il y a seulement quelques jours, il disait « Approchez, faisons-le. » Et pas seulement nous, mais nous tous sommes prêts à nous battre. L'Irak est prêt à se battre. Tu sais, l'ensemble de la résistance est prêt à se battre. The entirety of the resistance is ready to fight. So that is And remember, things in Syria are not Donc, as they appear. un certain nombre de choses en Syrie ne sont pas ce qu'elles paraissent. Non, les gens ne sont pas satisfaits du régime. L'argent ne circulera plus comme avant pour Al-Qaïda. Et les partisans de la résistance, ils ne sont pas peu nombreux. Une autre chose que je trouve importante, c'est que la raison pour laquelle Trump est si isolé parmi ses propres alliés, c'est qu'ils savent tous ce qui va se passer. Tu parles d'Axios, cette bouche de propagande sioniste. Ce sont les dirigeants européens qui sont désespérés de se faire bien voir de Trump. Mais là, c'en est trop pour eux. Ils comprennent dans quelle direction les choses vont. Encore une fois, ce n'est pas comme si l'Iran allait vaincre les États-Unis, mais l'Iran paiera un lourd tribut. Iran will defeat the United States. But Iran will pay a heavy price. But Iran has no option. This is a fight for. Mais l'Iran n'a pas le choix. C'est un combat pour, c'est une guerre existentielle. C'est une lutte pour la survie. Vous savez, il y a quelques jours, un très bon ami à moi, un ami brésilien, disait « Une personnalité très importante de la gauche politique au Brésil, et il ne s'agit pas seulement de la gauche, mais cette personne en particulier est une figure majeure du mouvement radical, l'un des principaux communistes de Cuba, disait « Nous avons besoin de cette culture. Nous devons devenir comme les Iraniens. Nous devons adopter cette culture de la résistance, issue de l'axe de la résistance, et apprendre leur idéologie et leur vision du monde. Peut-être devons-nous changer pour leur ressembler davantage. » And maybe we have to change to be more like them. So the United States is Ainsi, les États-Unis font en sorte que l'axe de la résistance devienne un modèle pour les mouvements de résistance à travers le monde. Et encore une fois, quelle que soit la manière dont on le considère, ce n'est pas une bonne chose. Partout dans le monde, qui les gens vont-ils blâmer lorsqu'ils perdront leur emploi? Qui vont-ils accuser lorsque les coups exploseront aux États-Unis et ailleurs? Trump. Et qui a poussé Trump sur cette voie? Les sionistes. Netanyahou. Le lobby sioniste. Alors, cela va-t-il les rendre plus populaires ou moins populaires? Cela va empirer les choses. Ils déclinent depuis 2 ans et demi. Des personnalités publiques majeures se retournent désormais contre eux. Cela va devenir de pire en pire. En d'autres termes, ils provoquent leur propre destruction. Yeah. Yeah, and even Axios. Oui. Et même Farid Moradi d'Axios rapporte que bien qu'il ne puisse pas confirmer le chiffre d'1 million avancé par l'armée iranienne ces derniers jours, il parle d'au moins 150 000, d'après ce qu'ils savent de l'Iran, ce qui est très peu bien sûr. Mais 150 000, c'est tout de même bien plus que tout ce que les États-Unis peuvent envoyer en Iran. Danny, les Iraniens se préparent à cette guerre depuis 25 ans. Ils ont toujours dit que les Américains, l'Ayatollah Khamenei, le martyr, ont toujours, tu sais, essentiellement cru qu'il fallait se préparer à une attaque des États-Unis, surtout après le 11 septembre. Et tu sais maintenant, si tu regardes l'histoire et le documentaire de Tucker Carlson, le 11 septembre et ce qui se passe aujourd'hui, tu vois le 11 septembre sous un angle très différent. Mais depuis le 11 septembre, l'Iran se prépare. Ces bases souterraines de missiles et de drones, qui fonctionnent depuis un mois maintenant, frappent plus fort aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Est-ce que quelqu'un de sensé pense que les Iraniens n'ont pas préparé la région du Golfe Persique, les îles et d'autres endroits à une attaque américaine? Ils sont fous.
They're crazy. And it's I mean, So the Americans- they've only been talking about it for weeks. Je veux dire, ils en parlent depuis des semaines maintenant. Donc ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu le temps de se préparer pendant cette période, surtout le long de la côte iranienne, que les gens ne connaissent pas vraiment. Je veux juste lancer cette idée et te laisser continuer. Mais il n'y a pas de supériorité aérienne. Nous savons que le chasseur était un F-15 au-dessus de la province du Sud, au large des côtes. L'Iran dispose de défense aérienne. Iran has air defenses, so And Iran L'histoire d'une guerre est très, très longue. very long. Oui, yeah. In the Persian Dans le Gulf, golfe Persique et la mer d'Oman, c'est accident, c'est montagneux. it is mountainous, you know. Suicide. But we'll see. I think, you know, Mais nous verrons bien. Je pense qu'il y a une probabilité importante que quelque chose se produise ce soir. Ce n'est pas certain. Je n'ai évidemment accès à aucune information privilégiée. Mais on pense que ce week-end, comme les marchés sont fermés, cela pourrait arriver. Certains pensent que ça pourrait se produire plus tard la semaine prochaine. Mais il y a une forte probabilité que quelque chose se passe ce soir. A significant chance that something may happen tonight. Yeah, I mean, I can't imagine for somebody oui, je veux dire, je n'arrive pas à imaginer le moral personnel. Si on regarde ça, mon père, il a fait la guerre du Vietnam, et il parlait toujours de la faiblesse du moral. Il avait été appelé, envoyé là-bas en 69, déplacé un peu partout dans le monde parce qu'il ne faisait que transférer les gens d'une base à l'autre. Et il a finalement passé environ 1 an au Vietnam. Et il n'arrêtait pas de dire à quel point le moral était désastreux à l'époque. Stop talking about how awful the morale was then, but I can't imagine what it's like to be in the Marines. Mais je n'arrive pas à imaginer ce que c'est que d'être dans les marines, ou parmi ces parachutistes, peu importe qui c'est, devoir naviguer sur des milliers de kilomètres, alors que tu es, je ne sais pas, peut-être complètement coupé des réseaux sociaux, peut-être coupé des informations. Mais je n'arrive pas à imaginer qu'ils ne soient pas conscients de ce qui arrive à ces milliers de soldats qui étaient ou sont encore sur ces bases dans le Golfe. Ils ne savent rien de ce qui se passe avec Israël. Ils ne savent rien de ce que dit l'armée iranienne. Parce que malgré tous ces clichés racistes et sionistes sur l'Iran, on ne peut pas vraiment être raciste et sioniste pour échapper à la réalité. C'est pour ça que des mères israéliens pleurent. That's why you have Israeli mayors crying. Awazén ont probablement entendu 1 ou 2 choses à propos de Joe Kent. Yeah. I mean, Ouais. Je veux dire, ils ont probablement accès au moins aux médias grand public, et même les médias grand public disent que ces choses sont détruites. Donc ça veut dire que tu entres là-dedans et que l'Iran en a les capacités. Je crois que certaines sources disaient que l'Iran en a les capacités. Peu importe combien de soldats américains il déploie ou sur n'importe quelle partie du sol iranien. Oh, professeur Morandi. On dirait qu'on a perdu le professeur Morandi. Enfin, j'espère qu'il pourra revenir. J'allais juste terminer mon propos en disant que j'espère vraiment qu'il va bien, en fait, parce que c'était une sortie très soudaine et assez inquiétante. Je vais juste lui envoyer un message rapidement. I'll just message him really quick. Yeah, so Mais oui, je vais simplement attendre encore 5 à 10 minutes pour voir s'il peut revenir. J'allais justement dire que je n'arrive pas à imaginer ce que c'est que de devoir affronter cela, en sachant qu'il faut non seulement faire face à une armée qui veut vous combattre, mais aussi à toutes les différentes capacités de l'Iran. Le voilà. Hé, professeur Morandi, je suis content que ce ne soit pas quelque chose de catastrophique qui vous ait fait décrocher. Oh non. Mais cette connexion se dégrade un peu. C'est bon. Eh bien, nous pouvons conclure ici. Tout d'abord, j'aimerais connaître vos dernières réflexions à ce sujet. Je terminais simplement mon propos en disant que je n'arrive pas à imaginer ce que c'est. Quel est l'état du moral après ce qui est arrivé au Gerald Ford? Et maintenant ce qui se passe face aux capacités iraniennes en matière de drones, de missiles, et par-dessus tout, la pire chose de toutes,
and Yeah, the and the worst military thing of that wants all. to see you. Yeah. Yeah. Yeah, and the worst thing of all is that it's all being. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est que tout est fait pour un autre pays. Enfin, pas un pays, un régime. Le régime israélien. Tu vois, un régime ethno-suprémaciste. Tu vois, la guerre Epstein. C'est la guerre Epstein. Et donc, ils vont sacrifier leur vie pour quoi? Je veux dire, au moins au Vietnam. On leur disait que c'était pour sauver la démocratie et pour sauver le monde du communisme. Et beaucoup d'entre eux ont peut-être cru à cela. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Jack Kent a dit qu'il n'y avait aucune menace. Il ne s'agit pas de sauver l'Amérique. Il s'agit d'un autre régime génocidaire pour lequel on leur dit de se battre. Yeah. Well, Professor Morandi, we can close up here. Oui. I wanna thank Eh bien, everyone professeur Morandi, who nous pouvons gave conclure ici. super chat. Je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé des super chats et des super stickers. Merci beaucoup. Quelqu'un a demandé en fait, pourquoi l'Iran ne montre-t-il pas des images de drones pour démontrer que les États-Unis sont en train de perdre? Je pense que nous avons déjà des images satellites qui montrent beaucoup de choses à ce sujet. Quelqu'un a aussi demandé, j'ai entendu dire que des centrales nucléaires en Iran fuient. Est-ce vrai? Donc, si vous souhaitez répondre à l'une de ces questions avant de conclure. So if you want to respond to any of these things as we close up. No, there's no. Non, il n'y a aucune fuite. L'usine elle-même n'a pas été touchée. Quant aux images, je ne sais pas. Peut-être qu'une grande partie de cela est confidentielle pour le moment. Images, I don't know. Perhaps a lot of this is confidential for the time being. Yeah. And then we, Oui. someone asked if Et puis tu sais, quelqu'un a demandé si 4-3 Sentry avaient été détruits en même temps. Je ne sais pas pour simultanément, mais je sais qu'au moins l'un d'eux a été détruit. Je ne serais pas surpris que de nouvelles informations continuent d'arriver d'une minute à l'autre. Mais je veux remercier tous ceux qui ont contribué. En tout cas, tout ne va pas bien dans le camp Epstein. Non, tout ne va certainement pas bien dans le camp Epstein. Je veux dire, on parle de sommes d'argent colossales qui s'évaporent. Et on parle aussi des capacités militaires des États-Unis. Oubliez ça, je le dis depuis un moment déjà, professeur Morandi. Après l'Iran, quand tout cela sera terminé, oubliez la Russie, oubliez la Chine, oubliez l'Iran pour longtemps. Oubliez tout simplement. Et cela va créer un certain malaise pour, comme vous l'appelez, le régime Epstein. Les oligarques, les va-t-en-guerre. C'est en quelque sorte un point de non-retour. Et nous voyons l'histoire s'écrire en temps réel. Mais professeur Morandi, je sais que votre connexion devient mauvaise et que vous devez partir. Alors partons tous ensemble. Cliquez sur le bouton « J'aime » avant de partir. Comme le professeur Morandi l'a dit au début de l'émission, cela aide à faire connaître le programme. N'oubliez pas de consulter la description de la vidéo et de soutenir cette chaîne de toutes les manières possibles. Patreon, Substack, Buy Me a Coffee et plus encore. Professeur Morandi, un dernier mot avant que nous ne cliquions sur le bouton de fin de diffusion. Pas vraiment. Merci beaucoup de m'avoir invité et je remercie votre public de m'avoir écouté. Je suis sûr que chacun fait sa part pour mettre fin à tout cela et faire pression sur les forces d'Epstein. Espérons que nous verrons des jours meilleurs après l'obscurité que nous traversons aujourd'hui. En effet, oui. Nous allons suivre cela jusqu'au bout. Très bien tout le monde, prenez soin de vous, cliquez sur le bouton j'aime et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Bye-bye.